Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de mon avis sur un constructeur qui se nomme Gerstlauer. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier car là-bas, vous êtes déjà plus de 7000. Vous vous rappelez sûrement que j'ai fait un épisode sur Intamin, sur mon avis sur ce constructeur. Donc Intamin qui est un autre constructeur très réputé dans le domaine et qui forcément moi me pose quelques petits problèmes, notamment au niveau de la fiabilité. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets donc un lien en description. Sachez quand même que Intamin est un constructeur exceptionnel qui fait des machines incroyables. Mais après, il a tous les autres problèmes qui suivent et qui du coup le font baisser mon estime. Mais à côté, au niveau du tracé, c'est un constructeur incroyable. C'est une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a encore des gens qui en doutent, qui pensent que je n'aime pas du tout ce constructeur. Et c'est faux. Et d'ailleurs, on va parler aujourd'hui de Gerstlauer. Non pas qu'il y ait le même problème, bien au contraire, mais parce qu'il y a des choses à dire. Gerstlauer est donc un constructeur d'attraction, de montagnes russes. Et je sais pas si ça se perçoit vraiment dans les vidéos, mais pendant longtemps, j'ai eu un petit peu de mal avec ce constructeur. Non pas pour des problèmes de fiabilité ou autre, mais vraiment parce que, en dehors de 2-3 petits détails au niveau de la conception des attractions qui des fois, moi, me déplaisaient un petit peu, il y avait surtout quelque chose, c'était que j'arrivais pas à trouver de grosses sensations d'attractions vraiment qui me foutaient des claques, alors même qu'ils fabriquaient des montagnes russes assez imposantes. Et ça s'explique par beaucoup de choses, notamment le fait que j'aime bien quand les trains d'un coaster sont des trains vachement longs avec donc beaucoup de wagons, ce qui fait que quand on va être dans la chute, on va se faire en fait tirer par le train ou alors pousser quand on est devant. Et du coup à ce moment-là, on a des sensations qui sont décuplées et ça représente plus un vrai coaster d'avoir un long train. On peut se mettre donc tout derrière, voir vraiment le coaster être un peu sinueux sur le parcours et je sais pas, je trouve que ça fait vraiment coaster classique finalement, mais du coup j'adore et je préfère ça. Donc je pense que c'est un première raison selon laquelle c'est vrai que Gerstlauer, j'ai eu un petit peu de mal pendant un moment. Car il faut évidemment que je vous parle des modèles que construit donc Gerstlauer. Sachez que l'histoire de ce constructeur, comme l'histoire de tous les autres, je la ferai le jour où j'aurai le temps. Donc ça viendra, mais là on va se focaliser juste sur ce constructeur et parler de mon avis dessus. Notamment le fait qu'ils font plusieurs modèles. Ils ont un modèle, je crois que c'est un modèle qui s'appelle bobsleigh, je suis pas sûr, ça ressemble pas vraiment à bobsleigh, mais en gros on a un train tout petit wagon très proche du sol et en fait on va faire des petits. Alors ça reste très simple, c'est quelque chose de familial, c'est très doux et c'est des petites sensations, donc on va avoir des chutes, des virages à plat un peu comme une Wheelmouse. Et puis on a dans l'un d'entre eux, donc G-Sanso à Trips Drill, un coaster que j'ai fait, qui est le tout premier modèle de coaster de chez Gerstlauer, le tout premier qu'ils ont construit. Et celui-là il a une saveur particulière parce qu'il est ultra fluide, ultra sympa, il a une série de petits airtime, il est vraiment très bien pensé, il peut avoir plein de trains sur son parcours. Pour moi c'est une vraie réussite ce coaster, alors même que c'est quelque chose de très familial et très agréable à faire, voilà, mais c'est pas un truc très sensationnel. Là-dessus, Gerstlauer m'avait beaucoup étonné et je m'étais dit quand même, bon, ils savent faire de très bonnes machines, en tout cas par rapport aux machines familiales, et donc ça présageait quand même quelque chose d'à peu près correct pour les autres attractions. Alors j'en avais fait d'autres à ce moment-là, mais c'est vrai que ça redorait un petit peu l'image de ce constructeur que je jugeais alors seulement sur donc les sensations et encore une fois quelques petites choses qui me gênaient dans la conception de leur machine. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Tiki-Waka à Walibi Belgium, c'est le même modèle que G-Sanso, un peu évolué évidemment parce qu'il y a pas mal d'années qui sont écoulées entre les deux, mais c'est un peu le même modèle et c'est une vraie réussite. Donc en fait, dans les coasters familiaux, je trouve qu'ils sont très bons. Après, malheureusement, ça manque un petit peu au niveau du rendement, au niveau de la capacité horaire. Ça veut dire que on va avoir peu de personnes par heure et donc on va attendre plus longtemps dans la file d'attente. D'ailleurs, si vous vous intéressez, j'ai fait une vidéo sur les rendements, donc je vous la mets en fiche ou en description, les deux tout simplement. Et donc, c'est vrai que c'est le type d'attraction qui veut ça, c'est un petit peu dommage, mais à côté de ça, bon, ça reste d'attraction très sympa et Tiki-Waka Walibi Belgium est une très bonne attraction et quelque chose de très réussi pour du familial. Toujours dans le familial et dans ce que j'ai pu faire de chez ce constructeur-là, on a Pegasus Express qui est là donc plus classique parce qu'il a donc un wagon un train avec plein de wagons. Et on a donc quelque chose qui est quand même vachement sympa parce qu'on va être propulsé de la gare par des roues de friction, donc on va être en fait un peu envoyé en fait finalement sur le parcours, commencer par un petit passage un peu sympa, très doux, et ensuite faire le vrai coaster, prendre de la vitesse, etc. être au-dessus de l'eau. C'est vraiment sympa, on a un retour arrière, donc il y a quand même une technologie franchement fun autour de ça avec un aiguillage pour que le train puisse rentrer dans un sens et repartir dans l'autre. Donc non, c'est vachement bien foutu. Et pareil, là, moi, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, des petits détails qui m'ont un peu gêné, notamment les coques du train qui sont pas vraiment
très belle, on va dire que c'est un peu simple. Et c'est vrai qu'au premier abord, moi, on s'était dit, bon, bah, le parc Astérix n'a pas voulu mettre beaucoup de budget sur la théma du train. D'après ce que je sais aujourd'hui, c'est plutôt Gerschler qui fait la théma de ses propres trains et qui a dit, c'est compris dans le prix du coaster normalement, et qu'on dit, bon, on va peut-être limiter. Il y a un petit truc comme ça, je suis pas sûr de ce que j'avance. Je sais que quand on achète un coaster Gerschler, on a donc compris dans le prix du coaster, normalement, en tout cas pour certains modèles, et la coque, qui est donc comprise dedans, la thématisation de la coque. Et il y a quelques parcs qui se sont heurtés à des réticences de la part de Gerschler qui disaient « Oh non, c'est un peu compliqué à faire, ça c'est un peu cher ». Évidemment, vu que c'est eux qui lui doivent fournir cette prestation-là quand ils vendent le coaster, plus ils baissent le coût de la théma sur le train, plus ils sont gagnants. Je ne sais pas si ça a été le cas sur Pégase, en tout cas c'est une piste. Et c'est vrai que déjà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont gêné chez ce constructeur, en plus d'autres choses. Mais encore une fois, Pégase Express est sympa. Alors, c'est vrai que quand on compare à Tiki Waka, c'est très différent, deux coasters très différents, mais Tiki Waka, je le sens un peu mieux fini, même si bon, ça reste une très bonne machine, Pégase Express. De même, on a Wakala à Bellward, qui est du même constructeur, qui est du même type que Pégase Express, avec un petit retour arrière aussi, pareil, très fun, et qui vraiment montre de très bonnes choses. C'est relativement fiable comme attraction, même si évidemment au parc Astérix, quand il pleut, Pégase Express tombe en panne parce que le second lift, donc la seconde montée, est avec des roues de friction, donc c'est en fait des roues qui vont frotter sur le train, ce qui fait qu'avec la pluie, ça glisse. Donc ça c'est un problème, c'est au moment de la conception de l'attraction où Astérix aurait dû dire non, on veut un lift à chaîne, donc quelque chose qui ne peut pas glisser avec de la pluie. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Bon, ça, voilà. Mais à côté de ça, on a un coaster qui est plutôt fiable pour Wakala, pour Pégase Express. Dans l'ensemble, ça reste quand même, de ce que j'ai comme retour, encore une fois, assez fiable. Jusque là, on se dit bon, ça va, ça a l'air d'être un constructeur quand même vachement bon. Et c'est vrai que, en tout cas pour le familial, c'est un très bon constructeur. Qu'est-ce qu'ils font en gros coaster? Et là, ils en font beaucoup et ils ont pas mal inondé le marché. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'en avais fait beaucoup. Déjà là en coaster familiaux, on a quand même parlé de certains que j'ai fait. J'ai pas fait non plus 1 milliard de parcs, donc voilà, c'est quand même qu'ils sont présents partout. Ça, c'est une première chose. Et en termes d'attraction à sensation, ils sont aussi présents à pas mal d'endroits. Et ils ont fait des attractions qui, moi, du coup, me laissaient un peu dubitatif, déjà parce que le rendement n'était pas excellent. Encore une fois, c'est des petits wagons sur leur coaster à sensation qu'ils ont. Donc c'est en général, donc il y a deux modèles principaux, les Eurofighter et les Infinity Coaster. Les Eurofighter, en fait, ça se caractérise par en fait un train, on dirait que c'est juste un seul train, mais en fait c'est deux wagons collés avec donc deux rangées de 4 personnes en général, donc pour un total de 8 par train. Et en fait l'évolution de ce modèle là, c'est l'Infinity Coaster. Là en général, donc on a jusqu'à 4 wagons à la suite de 4 personnes. 4 x 4, 16, ça devient déjà un peu plus costaud, un peu plus conséquent. Et à ce moment-là, on a donc déjà une capacité qui est accrue et surtout une possibilité de faire des figures plus impressionnantes et d'avoir... on peut faire plus de choses en fait. On peut avoir plus d'éléments, plus de technologie dessus que sur les Eurofighter. C'est la principale différence. Et après, forcément, dans la conception, il y a une petite différence. Donc l'Eurofighter va coûter moins cher que l'Infinity Coaster. Je vais vous donner des exemples après de quelle attraction correspond à quel modèle. Mais en gros, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, je préfère les trains un peu plus longs. Et donc déjà, c'était une première réticence quant au coaster de chez Gerschler au niveau des sensations. Avoir des wagons un peu petits comme ça, je trouvais que ça perdait un petit peu du côté sensationnel de l'attraction. Finalement, après coup, c'est un gain au niveau monétaire qui est énorme, au niveau de la place aussi, parce que du coup, les voies de garage vont être plus petites, les gares vont être plus petites, et plein d'autres choses comme ça. Si on veut mettre un aiguillage, il va devoir être plus petit, parce que si on a un train de 30 mètres, l'aiguillage, imaginons, c'est une table de transfert, donc un aiguillage qui va, donc le train va se mettre dessus, va décaler à gauche ou à droite. Si le train fait, je sais pas moi, 20 ou 30 mètres, l'aiguillage doit faire 20 ou 30 mètres de long. Ce qui coûte une blinde quand même, parce que c'est il faut une plus grosse technologie, des moteurs plus puissants pour pousser, etc., pour décaler le train. Donc forcément, eux, ils ont trouvé cette astuce-là que moi, je trouve finalement, avec du recul, très intéressante. Au niveau des coasters à sensation, j'en ai fait petit à petit. Et c'est vrai qu'au début, j'avais ces réticences-là, donc de longueur de train, etc., donc de sensations un peu moindres. Et puis, j'avais pas fait assez d'attractions. Et encore une fois, j'ai une petite mauvaise image du constructeur, je sais pas trop pourquoi. Et donc j'ai fait, imaginons Vertica à la Récré 3 Curé, qui est un Eurofighter, et il m'avait surpris, Vertica, déjà par le lift, donc la montée qui est à 90 degrés comme ça, c'est assez impressionnant quand même, on va pas se mentir, et puis la chute qui était un peu vers l'intérieur, et qui pour un coaster de cette trempe-là, qui était quand même un petit coaster, m'avait pas mal impressionné. La suite, c'était un looping qui passe très bien, mais ça reste un looping. Mais après, c'est cool parce qu'on a quand même de bonnes courbes et tout. Il a pas mal d'intensité. Et donc, on a ce côté un peu vrai coaster classique où on va un peu foncer. On sent bien la vitesse du train, qui est d'ailleurs en général plus sur les coasters avec plein de wagons. Et donc, on avait ça que j'aimais bien. On avait des inversions cool, une vrille, je crois, dans le looping. Et puis, il est un peu court, mais c'est vrai que pour un coaster justement de cette taille-là, c'est très réussi. Et ça permet aussi de réduire énormément les coûts parce que justement,
on a donc moins de rails et on a finalement un demi-coaster. Il doit faire quoi, 500-600 mètres ce coaster Vertica, et donc on a... on le paye beaucoup moins cher, le constructeur, enfin le parc va le payer beaucoup moins cher de par donc sa taille réduite. Mais par exemple, autre point qui me dérangeait un peu chez Gerschauer, c'est que quand ils vont vendre un coaster, les tables de transfert, donc en fait dans les gares, on va pouvoir enlever et ajouter un train si on veut le mettre, on veut le réviser, le mettre en voie de garage, ou si simplement on veut tourner qu'avec un seul train. Et les tables de transfert en général c'est électrique. Chez Gerschauer, de base, c'est pas électrique. Ils vous poussez à la main les tables de transfert. Alors il y a beaucoup d'attractions comme ça, mais des vieilles. Aujourd'hui encore, sur certaines attractions, Gerschauer fait ce système-là. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de côté mécanique, il n'y a pas de moteurs qui font déplacer la table de transfert, il y a moins d'entretien. Mais c'est vrai que quand un parc achète un coaster et ne se doute pas qu'il y a ce système-là qui est juste manuel, c'est quand même plus chiant. Voilà, c'est un peu le petit souci de Gerschauer. Des fois, ils sont un peu bêtes, je dirais, sur certains aspects où ils vont pas trop prévenir les parcs, ils vont pas trop, voilà, ils vont dire oh, on vend ça et puis le parc il nous pose pas de questions, donc on va pas leur spécifier ça. C'est des petites choses comme ça qui me gênent un peu, mais à côté de ça, ça reste bien parce que du coup il y a moins de maintenance sur cette technologie là, donc c'est un mal pour un bien finalement. Et puis ça reste des petits wagons, donc c'est encore une fois pratique. À savoir d'ailleurs ceux qui diraient oui Vertica est bien mais il a des harnais, du coup c'est dommage. Les harnais, sachez que il pourrait avoir en fait des lap bars, donc être tenu par le ventre, mais le parc préfère mettre des harnais de peur que le public se dise c'est dangereux, alors que pas du tout. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi dans les commentaires, ça m'arrive de voir des gens qui me disent ah c'est hyper dangereux les lap bars, enfin les trucs qui viennent nous tenir au niveau des jambes, alors que c'est beaucoup plus sécure parce qu'on est vraiment plaqué et que c'est nos jambes qui ne peuvent plus sortir. Le seul truc c'est que dans la tête des gens, on a cette croyance qui est de une lap bar, donc quelque chose qui va tenir sur le ventre, c'est dangereux, alors que c'est complètement faux et c'est juste une idée reçue qu'on a qui est totalement dommage parce qu'en plus on passe à un moins bon ride. Mais une fois sous un commentaire on a quand même dit que sur The Ride to Happiness c'était dangereux, on avait failli tomber alors qu'il n'y a aucune chance de tomber sur The Ride to Happiness. Mais forcément les gens, vu qu'ils sont moins maintenus et qu'ils ont peur, ils pensent que c'est dangereux. Alors que non, sinon l'attraction n'aurait juste pas jamais pu ouvrir, en tout cas pas sous cette forme là. Cette petite digression étant faite, on a donc sur Vertica des harnais, mais c'est pour pas faire peur aux familles. Mais du coup, on se retrouve avec donc un coaster qui me plaît, mais je me dis bon, ça reste abordable et c'est pas le truc qui va dire si oui ou non ce constructeur sait faire des machines assez folles. On continue, alors moi j'ai fait d'autres attractions, j'ai fait donc Caraco à Trips Drill, donc là c'est un peu le même délire, ça ressemble à un Eurofighter mais c'est propulsé. Et alors c'est vachement sympa parce qu'en fait bon je ne vais pas forcément vous spoiler, mais en fait on sort de la gare et on est propulsé à un moment donné et c'est vachement sympa, il y a un petit taquet qui est mis et pour le coup c'est assez impressionnant. Puis on monte donc à top hat, donc une figure comme ça et on redescend et après on fait tout un parcours. Le parcours m'a pas transcendé. C'est sympa, mais il m'a pas transcendé. Il y a une figure qui est juste géniale. Par contre, on arrive, on fait un virage et on arrive, on se retourne et on plonge, je crois. Enfin, c'est vraiment superbe. Ça, j'ai adoré. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, j'ai pas fait beaucoup. Il faudrait que j'y retourne parce que j'adore ce parc Trips Drill. Mais c'est vrai qu'il m'avait pas transcendé. J'aimais beaucoup l'attraction, mais il m'a pas laissé un truc indélébile. Il m'a pas laissé une marque indélébile. Et donc, forcément, encore une fois, je me dis oui, c'est peut-être une bonne réussite de leur part, mais je sais pas pourquoi j'avais du mal à apprécier ce constructeur. Je ne saurais pas dire pourquoi. En tout cas, pour leurs machines, les machines construisaient. Et donc, Caraco, je le fais, je trouve que le principe est cool, je crois qu'en plus il y a du lumière sur les trains, donc je trouve ça vraiment sympa. Ils ont plein de petites choses comme ça, Gerschauer, des petites je sais pas moi, technologies à la con, que d'autres constructeurs ont, vous inquiétez pas. Mais eux, je sais pas, j'aime bien, ils en foutent un peu partout et ils les vendent facilement au parc. Et c'est vrai que c'est cool. Donc il y avait ça, je trouvais ça sympa quand même. Et il y avait donc ce premier launch, cette figure qui sont plutôt sympas. Et là on arrive sur la bizarrerie totale. Et c'est bizarrerie pour moi, enfin c'est moi qui suis la bizarrerie clairement. J'arrive donc à Plopsaland de Panne. Après moult essais, je fais donc Anubis. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu plein de problèmes avant que j'arrive à rider Anubis. Je suis allé plein de fois à Plopsaland sans pouvoir le faire malheureusement. Et puis d'un coup j'ai réussi. Merci le vent et merci la gestion de Plopsaland à l'époque parce que ça a beaucoup changé. Quoi qu'il en soit, Anubis je le fais et plusieurs fois et pas agréable. J'ai pas vraiment kiffé parce que les trains sont tout pourris. En fait, ces trains là c'est des rangées de 2, mais c'est vraiment c'est de la merde, les trains avec des harnais et tout, c'est vraiment pas bien. J'avoue que s'ils changeaient ça, ce serait fabuleux pour Anubis. Petit détail. Mais à côté de ça, c'est pas des super trains. Moi, je m'en fous, je suis jamais trop dérangé. Je suis vraiment pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent très facilement, bah non, il y a des harnais, j'aime pas. Moi, c'est vrai que je m'en fous. Mais sur celui-là, c'est pas cool. Je sais pas pourquoi, en tout cas, c'était pas cool. Je sais pas pourquoi je n'ai pas aimé cette attraction. On est sorti de l'attraction, vous avez survendu la machine avec Emma, la première fois qu'on l'a fait. On est sorti en mode pétard mouillé. Clairement pétard mouillé. Pas vraiment de plaisir. Alors, il y a un bon airtime sur le top hat, donc on a une bonne sensation de décollage quand on arrive tout en haut du top hat.
Et puis on a cette propulsion, une propulsion très courte mais très très intense. Et la première fois que je l'ai fait, je me suis dit oui bah en fait elle est très intense mais pas non plus... Enfin je m'attendais à mieux, tout simplement. Et je sais pas pourquoi. La suite du parcours est sympa, mais je trouvais que le coaster vibrait et tout, enfin vraiment pas très bien. Et j'y retourne plus tard, je le refais, pareil, bah pas fou. Et puis l'autre jour j'y retourne avec Jean-Yop et on n'a pas arrêté de l'enchaîner, Anubis. Et là, je sais pas pourquoi, dès le premier tour, donc, il m'a dit qu'il fallait qu'on se mette devant. Et dans mes souvenirs, j'étais jamais allé devant. Emma m'a dit qu'on était allé au moins une fois devant. On allait devant avec Jean-Yop, il m'a dit c'est la meilleure place sur Anubis. Et là, j'ai adoré. Premier launch m'a soulevé le bide. Premier airtime, bon très bien, mais ça j'avais déjà, pour le coup j'avais déjà expérimenté. Et la suite du parcours, j'avais trouvé vachement, plutôt fluide pour le coup, vachement agréable, vachement bien foutu, vachement bien pensé. Cette inversion à la fin toute lente qui est magnifique. Et là je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Comment, et je l'ai dit en vidéo, je l'ai pas dit à ce point-là, je l'ai pas autant prononcé, c'est pour ça que cette vidéo a un sens d'ailleurs. Vraiment, ça m'a subjugué, je me suis dit mais c'est pas possible que le coaster, je l'aime autant aujourd'hui et je l'ai autant détesté avant, sachant que j'ai fait plusieurs fois sur des journées différentes. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être qu'ils l'ont un peu mieux révisé, donc on va dire qu'ils ont mieux réglé les roues, j'en sais rien, changer le type de roue pour que ça vibre moins, je sais pas. Et le coaster s'est révélé. Et là, pour le coup, c'est la première fois de ma vie où je me dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment un coaster peut se révéler comme ça. Mais là, on a vraiment une différence de ressenti sur Anubis, sachant que certains me diront non, mais le ressenti et les sensations, c'est chaque personne. Oui et non, parce que les sensations, ça se calcule quand même. Hein. Des G au niveau d'une accélération, des 0 à 100 au niveau d'une accélération en distance, des G négatifs sur un airtime, ça se calcule. Donc les sensations, ça peut se calculer. Après, on peut être plus ou moins sensible, mais en tout cas, on peut pas dire cette réaction-là, elle est moins sensationnelle que celle-là, alors qu'on a des fois un G ou deux d'écart, et que sur certaines figures, on a vraiment des grosses différences. Petite parenthèse encore, mais c'est quand même important à spécifier. Donc là, je ne comprends pas pourquoi, et j'ai adoré. Donc, je sais pas, une fois on m'avait dit oui, mais est-ce que tu as fait Ride to Happiness avant Anubis, ce qui est vrai. Et donc du coup, ils se sont dit bah voilà, t'as eu moins de sensations sur Anubis, ce qui est possible, c'est une possibilité. Et maintenant que je suis habitué à The Ride to Happiness, bah du coup, je retrouve entre guillemets, ça a un peu restabilisé mon niveau de sensation, je sais pas. Mais alors que The Ride to Happiness me fait encore des trucs énormes. La dernière fois qu'on y est allé, j'ai eu le plus gros airtime de ma vie dessus, sur tout coaster confondu. Donc bon, c'est quand même que lui aussi était tonique. Donc je ne saurais pas expliquer ça. Ceux qui me diront retourne au Europa Park, faire Silver Star et Blue Fire, ça changera d'avis. Non. Oui, Silver Star devant est un peu mieux quand même. Il est vraiment plus sympa que... en tout cas, j'ai fait une fois un ride qui était vraiment sympa à la fin de journée tout devant. Mais ça n'empêche. Eux, je les ai fait, refait, ça ne change jamais. Alors que là, à Anubis, il y a une grosse différence. Et encore une fois, je ne saurais pas l'expliquer. Ça reste un mystère, mais en tout cas, maintenant, je l'adore. En tout cas, les 4 dernières fois que je l'ai fait, j'ai adoré. Donc, je pense que je l'aime bien. On va dire ça comme ça. Vraiment, c'est la seule explication que j'ai. Donc on verra. On verra pour la suite. Mais en tout cas, voilà. Et à ce moment-là, mon avis sur Gersheur a changé. Et là, je dis, ah ouais, en fait, ils ont quand même plein d'avantages. Et donc, ça, c'est une première chose qu'il a fallu remettre un peu en ordre. Et donc, vous voyez, déjà, c'est bien le bordel. Et j'ai vraiment un truc avec ce constructeur où j'ai du mal. Mais quand il me chope, il me chope. Ça, c'est trop cool. Et à côté de ça, donc quand je suis allé l'autre jour à Bobby Land avec Emma, il y a quelques jours, quelques semaines, je vous mets la vidéo en fiche si ça vous intéresse. Et ben là, on est allé dans ce parc et ils avaient deux machines. Donc ils avaient un Eurofighter qui est donc Typhoon et un Infinity Coaster qui est donc Fury. Donc on fait Typhoon, super. Alors, ça reste quelque chose d'un peu plus violent que Vertica. Très différent dans l'exécution, comme je l'ai dit en vidéo, on a une très bonne chute, on a un looping qui passait très vite et donc qui est très intense, pas forcément hyper agréable, mais bon, de temps en temps c'est pas gênant d'avoir un looping assez intense comme ça. Et puis pause, et puis on va chuter et faire une vrille, et puis pause, puis on va faire des hélix, puis pause, puis on va faire autre chose. Et alors autant j'aime pas trop les pauses dans un coaster, ça dépend comment c'est amené, et là je trouve que c'est bien amené parce que c'est vraiment, on va dire, par étapes, et on dirait que le coaster il est échelonné, voilà, il a plusieurs échelons et ça je trouvais ça sympa parce que ça a été découpé, la découpe de l'attraction je trouve qu'elle a été bien faite. Après bon, c'est pas non plus le coaster de l'année, mais sympa. Donc je fais ça, je dis ok, bonne sensation quand même au niveau de la première chute, voilà, je le mets un peu en dessous de Vertica on va dire, et voilà, bon, ça s'arrête là. Sauf que à côté on a donc Fury qui est un Infinity Coaster, le dernier modèle. Et j'avais fait un épisode dessus 2 ans avant, un EDB World. Pareil, je vous le mets en fiche si ça vous intéresse, où il explique plein de choses dessus avant son ouverture. Et que je dis qu'il faut que j'y aille, et j'y suis allé 2 ans après, mais c'est pas grave. Fury, on se pointe devant déjà, et j'avais complètement oublié que le bordel dépassait les 100 km/h et montait à plus de 40 mètres. Donc quand je me suis pointé devant, j'ai dit ah ouais, c'est un sacré bousin, c'est un sacré monstre. Et en plus parce que son layout, donc son parcours a été fait d'une manière très particulière où il est un peu condensé et ils ont mis donc plusieurs figures côte à côte où on a une espèce de looping, enfin c'est très bizarre. Mais c'est une forêt de support, c'est hyper grand, c'est trop chelou. Mais déjà j'arrive là-dessus, je fais
impressionnant. Je vous rappelle qu'on peut sélectionner donc si on veut le faire en marche avant ou en marche arrière quand on est dans le train. Je vais vous expliquer ça un petit peu. En gros, donc on est en gare, on a donc une lap bar, donc même par harnais, on est tenu par les jambes, par le ventre, ce qui est génial. Et on arrive, en fait, on a donc deux boutons, un pour marche avant, un pour marche arrière. Alors, il faut savoir que le parc, au début, c'était tous les trains en aléatoire, donc il fallait voter. Aujourd'hui, il y a une file d'attente pour aller forcément en marche avant et une file d'attente pour faire mystère, marche avant ou marche arrière, selon le vote des gens. Ça a pour but en fait de ne pas repousser les gens qui auraient trop peur de le faire en marche arrière. Et donc, en fait, on est dans la gare, on appuie sur un bouton, le train sort, se met sur ce qu'on appelle, donc là je crois que c'est une table de transfert, il rentre sur un rail et le rail va pivoter donc, de 90 degrés pour se mettre dans un sens ou dans l'autre. Et donc selon dans quel sens il va être soit face donc à la suite du parcours, soit dos à la suite du parcours, donc soit en marche avant, soit en marche arrière. Et c'est vraiment une technologie, c'est con, mais ça rajoute un truc. C'est très bête, mais ça rajoute un truc. Ensuite, ils ont des lap bars, donc là je me dis, oh, les lap bars elles sont super. Le train il est vraiment sympa. Donc là je me dis, très bon point. Il y a cette table de transfert qui est hyper rapide. Donc là, pareil, très bien, gain de temps, etc. Et puis cette attraction, alors on commence un launch qui est un peu tranquille, qui démarre bien, mais c'est pas donc un launch, je vous rappelle, mais c'est une propulsion. Hein. Donc on commence avec cette propulsion un peu presque douce, mais quand même on sent qu'il y a du poney dessous. Et quand on arrive dans la fin de la propulsion, donc de la première, parce qu'on commence par une zone de triple propulsion, on a quand même un taquet, on a quand même un truc de qui au dernier moment nous envoie quand même un petit peu dans le top hat qui est devant. On repart en arrière faute de vitesse, enfin en arrière on avance selon comment on est, mais bref on repart. Là on reprend donc le launch, la propulsion, on est propulsé à nettement plus vive allure et là c'est très particulier parce que il y a vraiment un gros launch, une grosse propulsion. On monte sur une flèche et après pareil on est repropulsé afin de là terminer le parcours et quand même gravir donc un top hat qui je crois fait 43 mètres. C'est énorme. Moi je me rappelle la première fois qu'on l'a fait donc en marche avant, première propulsion je suis en mode wow, il est intense. Deuxième donc en marche arrière j'étais en mode incroyable. Et la troisième je me suis dit mais en fait ça va être trop rapide, on est déjà beaucoup trop rapide. Et en fait il faut ça pour aller tout en haut et c'est incroyable. Et ensuite le parcours s'enchaîne. Alors le layout c'est pas encore une fois celui dont je suis le plus fan, il est très sympa, très aérien. Donc on est quand même vachement en l'air et c'est très bizarre parce que du coup ça fait une structure impressionnante. On est donc pas mal en l'air et en fait on a juste un looping, enfin une inversion qui est bizarre et qui au niveau des jets est un peu particulière, donc on se fait très vite tasser et on peut pas forcément avoir un voile gris. Et moi on a eu plein à été fatigué ce jour-là, mais moi j'en ai eu quelques-uns et c'est vrai que c'est très intense, c'est très intense. Mais à côté de ça, l'attraction est fabuleuse et niveau technologie c'est incroyable parce qu'une fois qu'il arrive à la fin, donc il freine, il fait un ou deux petits allers-retours pour freiner et hop il se met sur la table de transfert, c'est hyper rapide, pareil, la tablette tourne et il rentre en gare. Et ça c'est une technologie incroyable. Il y a deux tables de transfert, il y a une sélection donc pour choisir marche avant ou marche arrière. Il y a cette zone de propulsion, cette zone de frein de l'autre côté. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc j'ai adoré et j'ai découvert en fait Gerstlauer par Subélin. Et là, à ce moment-là, j'ai dit ok, c'est des génies, ils savent faire de très bonnes machines. Encore une fois, c'est pas la machine du siècle, mais elle m'a beaucoup plu. Il faut que j'aille faire Mystique, donc à Walibi Rhône-Alpes, qui est aussi de ce constructeur-là. Et franchement, j'étais en mode ok, là, ils m'ont bluffé. Et là, ce constructeur remonte dans mon estime et me prouve qu'ils font des choses exceptionnelles. Donc en fait, toute cette vidéo est hyper longue, mais c'est pour vous expliquer le cheminement de comment je suis passé d'un constructeur qui, ne me bottait pas plus que ça, à un constructeur qui aujourd'hui me plaît beaucoup et monte dans mon estime et commence vraiment à prouver qu'il a... Alors je trouve qu'il a encore pas mal de lacunes. Encore une fois, quand je parle avec certains dirigeants de parc et tout, qu'on travaille avec eux, ils me disent bon, il y a 2-3 trucs à revoir quand même, juste au niveau praticité, juste au niveau pratique pour eux, au niveau de l'achat d'un coaster, etc. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a un constructeur qui est quand même très bon et qui fait des machines, elles se sont vendues encore une fois, là vous avez vu, j'en ai fait beaucoup, elles se sont vendues partout. Et le principal concurrent à ces machines-là, c'est en fait Mack, donc en fait Mack Rides, qui entre autres est en lien avec Europa Park et qui fait le Big Dipper, donc Lost Gravity à Walibi Holland, c'est un Big Dipper et donc c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait Gerstlauer. Mais ça, ils en ont vendu que 2 Mack, alors que ça se rapproche vraiment beaucoup. Ils en ont vendu que 2, contrairement à Gerstlauer qu'on a vendu à la pelle. Ça, c'est vraiment incroyable parce que la différence est notable. Je pense que le prix aussi est très différent, mais il n'empêche que c'est une preuve que leurs machines quand même plaisent pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je les comprends tout à fait. Il m'en reste plein à faire des Gerstlauer, ça c'est évident. Et des sûrement mieux que Fury, d'autres sûrement moins bien évidemment. Mais vraiment, il y a des choses à faire. C'est eux qui ont le coaster avec le plus d'inversions au monde, The Smiler, avec 14 inversions, c'est quand même important. Et c'est un constructeur, je vous explique vraiment, le cheminement est très différent que la plupart des autres constructeurs où je me suis fait une idée dessus, genre Vekoma. À la base c'était de la merde, aujourd'hui c'est très bien. Voilà, il y a juste ça à dire en fait. Alors que Intamin, il y avait beaucoup de choses à dire parce que j'avais un avis très tranché dessus sur pas mal d'aspects. Mais là par contre, Gerstlauer,
Encore une fois, ils sont pas au niveau d'Intamin, au niveau sensation, hein, je vous rassure, loin de là. Mais ils ont leur place dans les parcs et je trouve que c'est un très bon constructeur. Faut qu'ils arrangent un peu le rendement, qu'ils l'augmentent un petit peu, qu'ils fassent attention à MacRides qui arrive avec son nouveau Big Dipper, donc qui ouvre en 2023 à Europa Park. Pareil, vidéo en fiche si ça vous intéresse sur cette nouveauté d'Europa Park. Mais voilà, faut qu'ils fassent un peu attention à ça parce que je pense qu'ils vont pas être tout très tendres Mac. Ils vont sortir le grand jeu. Voilà, donc dites-moi votre avis sur ce constructeur, mais surtout si vous avez le même avis que moi ou si au contraire vous, ce constructeur, vous êtes toujours plu ou alors toujours détesté. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans les parcs. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!